Pas du tout, je fais la conférence d'ici pour qu'on voit bien comment ça fonctionne. Non mais parce que madame, elle doit revenir. Non, je vous en prie, essayez de vous mettre là où ça sera le mieux pour vous. Là, le problème qui se pose ici, c'est que vous risquez de cuire, que l'appareil... voilà. En principe, il y a assez de contraste et on m'entend bien. Tout le monde m'entend bien. Vous pouvez vous approcher un petit peu parce que c'est une conférence en réalité qui est très intimiste. On a eu quelquefois à parler dans un micro, sinon... Voilà. Donc au sujet ce soir, la révélation des pyramides, suite au film documentaire de Patrice Pouillard, dont je suis l'auteur. Et c'est avec plaisir que je viens à l'invitation de Nadège Nadjet de l'association Mahat. Mahat, c'est la parèdre de Thoth. Thoth, c'est le maître des sciences, des arts, du langage. Et elle a pour charge d'équilibrer les vertus. C'est-à-dire, et je fais très rapidement la chose, puisque c'est le langage des anciens, on demande à tout individu d'obtenir la pureté dans le corps, la paix dans l'âme, la vérité dans l'intellect et l'action permanente selon ces trois vecteurs, pureté, paix et vérité. Donc je vais tâcher de donner des indications sur l'état d'esprit qui émane de ces temps très anciens, et je souhaiterais avant tout savoir qui n'aurait pas vu le film dont j'ai parlé à l'instant, La révélation des pyramides. Donc vous êtes la majorité. Je pense que, j'espère que ça vous donnera l'envie d'aller le voir sur Internet. Il vous suffira de taper La révélation des pyramides, version française, vidéo, et ça y va tout seul. Et très brièvement, j'installe le décor dans la production. Il y a eu un escroc qui fait que ce film qui devait sortir en salle n'est pas sorti en salle. Les livres qui devaient l'accompagner n'ont pas paru. Les DVD qui devaient être eux aussi avec 13h30 de bonus n'ont pas été diffusés, etc. Et depuis 6 ans, on a été victime de 14 procès. La plupart, on les gagne, mais vous savez, au commercial, comme on dit, il y a beaucoup d'enveloppes. Donc nous sommes dans une situation pour l'instant relativement gênante. Mais il reste 6 films à faire, puisque ce premier film, La révélation des pyramides, n'est que l'introduction à mes découvertes. Ces découvertes, je les ai faites à l'âge de 15 ans, par hasard. Et avant toute chose, il me faut dire dans quel cadre moral je travaille, le cadre scientifique. J'ai une formation scientifique, en fait multiple, dans les arts, toutes sortes d'armes, arts martiaux aussi. J'ai été ingénieur conseil en communication hôtelière et touristique pendant plus de 22 ans. Il y a là 2 personnes qui étaient venues dans un voyage avec l'association Atlantis, qui malheureusement, à cause de cet escroc, est en train de couler. Et donc, je connais très bien ce dont je parle. J'ai visité, autant que je m'en souvienne, environ 68 pays. Et quand je dis visiter, c'est-à-dire dans les racines, avec les langues, avec les coutumes, etc. Donc c'est une synthèse que je présente, mais je n'ai pas pu présenter une synthèse aussi vaste et profonde que celle que je connais depuis maintenant un peu plus de 43 ans. Je vous invite simplement à prendre contact avec le sujet. Donc tout fait qui s'écarte de l'ordre établi est encore considéré par les autorités en général comme une anomalie, et donc comme un élément hautement suspect. Et a priori, heureusement, ce qui est un scepticisme systématique et non pas un doute méthodique, est battu en brèche parce qu'on découvre tous les jours des nouveautés, des choses inconnues, et qu'il faut bien les étudier à un moment ou à un autre. Si bon nombre de ces mystères trouvent donc une explication scientifique, il y en a d'autres qui n'en trouvent pas parce qu'on s'évite de les rechercher. Je rappelle que le physicien anglais William Thomson, Lord Kelvin, le découvreur du zéro absolu, vous avez su maintenant de qui je parlais, qui disait « La science est tenue par l'éternelle loi de l'honneur à regarder franchement en face et sans crainte tout problème qui peut se présenter à elle ». Ce film est sorti en octobre 2010. Depuis, il n'y a pas eu une seule communication scientifique officielle. Jean-Pierre Adam, qui est notre principal contradicteur et qui apparaît plusieurs fois dans ce film, a été sollicité dernièrement. Nous sommes allés donner 3 conférences en Suisse. Et il n'a pas daigné se déplacer alors qu'il était dans la même ville que nous, et que la personne qui l'a sollicité est un polytechnicien qui était dans ses cours. Donc il a dit « Moi je ne parle pas avec ces dames les astrologues ». Bon, il me confond avec une dame. Non, ce monsieur je ne l'ai jamais vu. Et au terme il a dit « Si vous m'envoyez les ouvrages qu'a écrit ce monsieur dans la spécialité que j'ai l'honneur de représenter, etc. etc. » Donc, fin de non-recevoir.
Heureusement, comme le rappelle Camille Flammarion, c'est de l'observation exacte des faits inexpliqués que sont nées les principales découvertes. Et des faits inexpliqués, comme vous allez le voir, il y en a en grande quantité. Ce qui tombe bien, puisque, comme le disait Jean-Baptiste Lamarck, on verra, puisqu'on m'a apporté très généreusement un petit document Darwin, glouglou, Lamarck est un précurseur de Darwin, il n'y a pour l'homme de vérité positive que les faits qu'il peut observer. Sauf les faits, tout n'est qu'opinion. Donc pour ma part, je laisse les opinions, les théories, toutes ces choses-là, et je ne présente que des choses vérifiées, vérifiables par tous, accessibles donc, et des conclusions. Ça ne veut pas dire que je conclue partout tout le temps. En réalité, mon positionnement, c'est être effectif. Tant que je n'ai pas de quoi conclure, je ne conclus pas. En 1859, l'anglais John Taylor, c'est un astronome, un mathématicien amateur, un fils d'éditeur anglais, qui par hasard, il n'a jamais mis les pieds en Égypte, s'aperçoit que le demi-périmètre divisé par la hauteur donne un nombre très connu et très bizarre, le nombre pi. Voilà, grosso modo ici 3, 14, 28, 57. Ça n'est pas celui que l'on connaît et c'est pourquoi ça reste un petit peu dans le doute. On est dubitatif. Néanmoins, c'est une proportion qu'on peut admettre parce que la pyramide, à l'époque où on l'a visitée et étudiée, elle était déjà passablement détruite. Alors ce nombre pi, c'est un nombre infini, exprimé curieusement dans un édifice fini. On peut se demander si c'est là l'effet du hasard ou non, et c'est là ce sur quoi nous avons besoin de réfléchir. Rappel, pi est un nombre par lequel, en multipliant le diamètre ici, par sa valeur, 3, 14, 16, valeur globale qui est juste au millième, on obtient la valeur de la circonférence, et ça pour n'importe quel cercle. Regardez comment ça se passe. On part d'ici, 3 diamètres, et lorsqu'on fait donc développer cela, on obtient 3 diamètres 14. J'espère que toutes ces choses sont fraîches désormais dans votre esprit. Et en juillet 1969, c'est à mon tour, j'ai 15 ans, c'est le jour même de mes 15 ans, le 16 juillet. Il y a un événement particulier ce jour-là, c'est le décollage de 3 Américains pour aller mettre les pieds sur la Lune. Mais le jour le plus important pour moi, c'est le jour de mon anniversaire, et comme j'avais organisé ma période estivale, 15 jours de repos, 15 jours de travail, je devais présenter un exposé sur mon futur métier, architecte. Et j'avais choisi donc les grandes pyramides. Comme je n'avais rien fait et qu'il fallait que je présente ça à la rentrée, je m'étais dit 15 jours de tranquillité, piscine, etc. Et ensuite au travail. Donc le 15 juillet, je vais chercher l'unique bouquin sur les grandes pyramides, celui de Jean-Philippe Loher, qui est un égyptologue et en même temps architecte. Il se trouve que c'est un bouquin confus, épais, où il passe son temps à ricaner des idées des gens qui ne sont pas égyptologues. Mais donc je retrouve ce qui a été dit par Taylor et surtout des âneries, directement des stupidités grossières dans le bouquin de Loher, ce qui fait que je vérifie et je trouve que, curieusement, si on voulait une preuve de la présence de pi, on la possède. Il suffit de prendre ces dimensions-là en mètres et de retirer cette valeur-là en mètres pour trouver, cette fois-ci, 3, 14, 16 en hectomètres, et ce, 27 siècles avant notre ère. Et quand on parle d'hectomètres, vous avez là tout de suite l'ampleur du problème. On est avec des dimensionnements impossibles, puisque ce sont des nombres irrationnels, mais dans un bâtiment fini, un édifice complet. Et le problème, c'est que ça s'exprime en mètres, avec les mêmes valeurs, c'est-à-dire on prend les mêmes segments. Donc, soit dans un même édifice, la Grande Pyramide, daté de 2700 avant notre ère, je ne partage pas ce point de vue, je m'en expliquerai, le demi-périmètre divisé par la hauteur donne pi en proportion, alors que le demi-périmètre moins la hauteur, ceci en mètres, donne pi en hectomètres. Vous pouvez avoir les détails pour les personnes qui prendraient donc une vidéo, et que j'espère voir sur Internet, parce que ce travail est fait pour être vu. Eh bien, nous avons l'occurrence double. Un travail en proportion et l'autre en métrologie donne le même résultat. Donc là, le hasard est quand même un petit peu embarrassé, et on va voir que ça n'est pas une démonstration, mais ça va venir. Donc, je résume, dans une grande pyramide dont on ne sait pas grand-chose, on se demande pourquoi on ferait venir dans un tombeau gigantesque des nombres irrationnels à travers des dimensions. Peut-être c'est ça qui était immortel. Donc, ces choses-là sont à considérer. C'est pourquoi j'ai été trouvé la chose un peu, à 15 ans, on est perplexe. Est-ce que l'on va dire ça? Il se trouvait que j'avais un ami
de la famille architecte. Je n'ai pas osé lui en parler, mais je lui ai donné les opérations sans lui dire de quoi il s'agissait. Il a trouvé mes opérations justes. J'ai dit, donc je me tais, c'est ça la méthode, et je continue seul. Vous allez voir que ça donne des résultats. C'était d'autant plus intéressant qu'à cette époque, je n'étais pas seulement hanté par les mathématiques et le dessin architectural, mais également par la lecture des ouvrages d'égyptologie, dès lors que j'avais fait cette découverte inopinée. Et en conséquence, j'ai lu, de manière très classique, les débuts, c'est-à-dire j'ai commencé par Hérodote, j'ai continué par Diodore de Sicile, ensuite Strabon, etc., jusqu'à en arriver au premier élément constitutif de l'égyptologie, à savoir donc Jean-François Champollion. Dans son ouvrage Grammaire égyptienne, on peut lire un nombre considérable de formes géométriques est admis parmi les éléments de l'écriture sacrée. Il dit un peu plus loin que l'écriture sacrée, tous les édifices en font partie, que ce soit en termes de dimension, de proportion ou d'orientation. Ce qui veut dire que la Grande Pyramide, étant le plus grand des édifices du monde antique, fait partie de cette grande écriture. Maintenant, on a terminé ce chapitre. Aucun égyptologue n'enseigne cela. Moi qui suis allé à la Sorbonne pour apprendre la hiéroglyphique, j'en suis parti parce que ce que j'avais fait tout seul était supérieur à ce qu'on apprenait. Et c'était surtout plus complet. Donc Champollion dit les lignes droites, courbes ou brisées, les angles, les triangles, les quadrilatères, les parallélogrammes, les cercles, les sphères et les polygones, entre autres, ils sont fréquemment reproduits. Ça veut dire qu'on a un souci de géométrie, alors qu'à cette époque on ne sait rien des mathématiques, il n'y a même pas d'écriture. Donc il faut se souvenir également que dans l'Égypte ancienne, tout ce qui est savoir et intelligence, savoir-faire et pour maths, savoir-être, est assujetti à Djehuti Tot, hypostase de l'intelligence divine, dieu des arts, des sciences, du langage, des savoir-faire et des secrets. La grande pyramide de Gizeh est donc, plus que toute autre réalisation, sous son éminente mais très discrète tutelle, parce que, en effet, selon les textes, ce que préfère Djehuti Tot, c'est le silence. C'est beaucoup plus éloquent que ce que je raconte en réalité. Les anciens se sont dit, vous qui êtes des théoriciens, notamment les Grecs en Égypte, les Égyptiens disaient des Grecs, oui, les Grecs, vous êtes des gens bien aimables, vous vous satisfaites du bruit des mots. Donc, c'était montrer leur dédain. Donc, Tot consent parfois cependant à se laisser entendre, mais si l'on veut bien utiliser ses propres méthodes. Pour cela, rentrer dans l'intelligence pure, à savoir considérer cette grande pyramide non pas comme un édifice mortuaire, une tombe gigantesque monumentale, mais comme un simple volume géométrique, et là tout se dévoile. Donc on va vite voir que le problème premier qui se pose, c'est comment mesure-t-on les édifices égyptiens, à quelque endroit qu'ils soient, et on a un étalon qui s'appelle la coudée, et qui est sous la tutelle de Maya, ministre des Finances du roi Toutankhamon, ici, c'est-à-dire une époque tardive, XIIIe siècle avant notre ère, là. Et cette coudée, elle est proposée au musée du Louvre pour valoir 52 cm 3. Donc, c'est un fait, je le prends pour tel, et je fais mes calculs avec cette dimension, et les résultats sont tous congruents et assez forts pour avoir une démonstration. Je rappelle également que, en Égypte plus particulièrement, il est très difficile de prendre des mesures pour la raison qu'on vient le matin. Si on est à l'est, il fait déjà chaud alors que de l'autre côté c'est quasiment froid, et que par conséquent cette partie de l'édifice sera déjà dilatée par la chaleur. Ça veut dire qu'il y a près d'1 mètre en réalité de différence entre le froid de la nuit et le plein soleil du jour. C'est pourquoi lorsque vous irez dans des livres spécialisés, on vous dira les dimensions ici et là sont plus courtes que ces deux dimensions-là. Il y a une raison, le soleil. Donc pour avoir des dimensions parfaites, c'est impossible, parce qu'il faut les déduire intellectuellement. C'est ce qu'on va faire, tranquillement. Déjà en constatant que ces gens, ce sont des obsédés de la précision. En effet, il n'existe pas sur Terre actuellement d'édifice plus précisément orienté que cette grande pyramide. L'erreur, si on la convertit en angle métrique ici, c'est sur les 230 mètres de côté, la différence angulaire est de moins de 4 cm. Tout cela, évidemment, évalué avec des instruments contemporains. Moins de 4 cm sur 230 mètres. Le résultat, c'est 0 degré, 3 minutes, 6 secondes d'arc, c'est-à-dire une misère. C'est-à-dire 6 fois moins, par exemple, que nos observatoires les plus modernes. En qualité d'erreur, et ça, c'est un gros pâté. Vous avez remarqué quand même, il y a 2 millions et quelques de blocs. Ce n'est pas une chose qui a été moulée, comme on le fait pour le béton, etc. C'est vraiment... Je vous vois déjà commencer à souffrir. Vous êtes dit, on est venu, là, une soirée de solstice,
Soirée de fête de la musique, on commence déjà à souffrir. Non, non, la démonstration sera facile. Pas de crainte, c'est simple, c'est limpide. La démonstration est celle-ci. Vous avez un cercle de 1 de diamètre. On se fiche de savoir si c'est en mètres, en centimètres, en yards, on s'en fiche. Cela, c'est de la mathématique pure. Donc, si on a bien compris ce qui a été dit tout à l'heure, le périmètre de ce cercle de 1 de diamètre sera de 3, 14, 16. Ça marche. Or, si on divise ce nombre 3, 14, 16 par 6, le résultat donne 0,5236, c'est-à-dire la valeur qu'on a trouvée au Louvre pour la coudée, qui était 0,523 seulement. Donc la coudée, on peut le dire, elle est 1/6 du cercle, parce que, si on considère cela, la différence est d'1 millième avec la coudée officielle des égyptologues. Et ce 1 millième, selon vous, à quoi correspond-il? Simplement à l'usure des bâtiments. C'est la vieillesse, c'est l'érosion qui fait cela. C'est pourquoi je n'ai pas de crainte à exposer ceci. Donc, c'est 1 millième ou 1/10 de millimètre. Je rappelle qu'au XXVIIe siècle avant notre ère, le 10e de millimètre, pour un bâtiment de 146 mètres et quelques de haut et de plus de 230 mètres de base, c'est quand même une bricole. Et du fait de la dilatation, c'est imperceptible. Donc, on ne se battra pas sur ce sujet. Cette coudée, dite désormais scientifiquement rectifiée parce qu'elle est associée à une démonstration mathématique, c'est celle que je vais utiliser et c'est celle que vous devez mémoriser pour bien comprendre où je vais en aller. Donc 52 cm, 3 mm et 6/10 de millimètre, si on exprime évidemment la coudée en mètres. On est parti d'un cercle de 1 de diamètre, mais la lecture de la coudée étant en mètres, on était obligé de penser que ces gens-là savaient ce qu'ils disaient en mètres. Donc ça n'est pas une démonstration, sauf si on fait cette opération qui est venue 2 semaines après la première découverte, à savoir, si 0,5236 soit une coudée multipliée par 6 valent pi en mètres, cette même coudée de 0,5236 multipliée par 5 vaut le nombre d'or au carré. Là, pi, c'est une constante mathématique totalement irrationnelle, totalement invariable. Vous seriez riche, intelligent, cultivé, ce que je ne mets pas en doute. Vous ne pourriez rien y changer. Et là, c'est pareil. Phi carré, le nombre d'or, je pense que tout le monde parmi vous a entendu parler du nombre d'or. J'ai fait un petit livret assez exhaustif, à mon avis le plus pointu et le plus facile à lire de nos jours, pour expliquer de quoi il s'agit, mais vous allez l'apercevoir. Donc, il y a 2 constantes déjà qui sont coordonnées par la coudée, dont on ne sait pas la naissance. Les égyptologues disent, d'après les textes, ce serait une coudée d'un roi, ce serait la coudée de Thoth lui-même, ce serait la coudée de on ne sait pas qui, un homme ordinaire. Mais mesurez votre coude jusqu'à la pointe des doigts ou jusqu'au poignet, il faut déjà être un grand costaud, il faut faire 1,87 m. Voilà. Donc les Égyptiens d'1,87 m, pour ma part, jusqu'à présent, je n'en ai vu qu'un. C'est un ami à nous d'ailleurs. Voilà. Donc phi, le nombre d'or, ça c'est la valeur de cette lettre-là, en grec. Vous voyez quand même que c'est ingénieux, on voit un cercle et un diamètre, légèrement excessif, si je puis dire, 2 bases. Une constante mathématique universelle, naturelle, irrationnelle, et de l'espèce de pi. C'est un nombre infini, comme pi, et rythmique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va voir tout à l'heure ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, du nom du moine de la Renaissance qui en a donné les premiers éléments, eh bien, lorsqu'on fait les opérations, elles donnent pour résultat un nombre un peu supérieur, inférieur, supérieur, donc c'est une sinusoïde. C'est un rendement numérique sinusoïdal, et par conséquent, c'est masculin, féminin. Voilà. C'est donc, comme les nombres pairs et impairs, une particularité numérique. Pardon. On va explorer ce nombre dont on a donné ici les 100 premiers termes. Hein. Vous voyez que pour trouver des séries là-dedans, il faut se lever tôt. Voilà. Et je rappelle donc, par conséquent, pi moins phi au carré égale la valeur de la coudée, ou encore 5 coudées font phi au carré et 6 coudées pi, de nombres irrationnels qui n'ont qu'un commencement et pas de terme. Voilà, on reprend ça en image. Nous avons un cercle de 1 mètre, fatalement, puisqu'on donne les résultats en mètres, et le 6e va donner la coudée, et le reste là, phi au carré. Autrement dit, constante mathématique moins constante mathématique égale coudée scientifiquement rectifiée. Je pense que je ne vais pas trop vite.